Europe 1 Info qui se poursuit avec les grands entretiens politiques. Et je reçois Philippe Vigier, maire de Châteaudun, député Modem d'Eure-et-Loir, rapporteur général sur la proposition de loi sur la fin de vie. Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. On va commencer évidemment par cette canicule, cette chaleur. Écoutez Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui a fait un point ce matin sur cette canicule depuis Matignon. On a un épisode, on le sait tous, d'intensité exceptionnelle. On a globalement tous les records, localement ou nationalement, sont en train d'être battus chaque jour ou chaque nuit en matière de température. Le vrai sujet, évidemment, qui doit nous préoccuper, c'est la durée de la crise et de l'événement. On avait demandé la mise en alerte de l'ensemble de notre système de sécurité civile ou militaire d'ailleurs, parce que qui dit canicule dit sécheresse, donc vigilance sur forêt et grande culture, orage potentiellement et crue, parce qu'on voit bien qu'on peut très vite aussi basculer d'un phénomène brutal à l'autre. Donc évidemment, il faut qu'on puisse rentrer dans le détail. Philippe Vigier, alors Sébastien Lecornu part à l'urgence, cette situation exceptionnelle bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la France est si impréparée face à ces épisodes de chaleur qui se répètent et qui sont appelés, et on était prévenus, à être de plus en plus fréquents? Qui se répètent, dont l'ampleur est toujours plus grande. Il n'a pas échappé que jamais on a eu autant de départements qui étaient en alerte rouge. Jamais on a eu épisode au mois de mai aussi. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas... Vous vous rappelez 2003 aussi, moi je n'ai pas oublié 2003, il y a 23 ans, où on a eu 15 000 morts l'été. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 2003 On a fait beaucoup de choses. Alors d'abord, est-ce que le gouvernement est en retard ou il est plutôt en prévention? Je trouve qu'il est plutôt en amont. C'est pas le premier jour qu'il y a des réunions de crise à Matignon, elles ont lieu quasiment tous les jours. Avec moi qui suis biologiste, donc attentif à une chose, c'est que par exemple déprogrammer les interventions qui ne sont pas urgente, c'est une bonne chose, de manière à garder la capacité d'accueil pour celles et ceux qui à un moment se déshydratent, et les personnes les plus vulnérables. Je pense aux femmes enceintes, je pense aux personnes évidemment très âgées. Qu'a-t-on fait? Oui, on a fait beaucoup de choses, mais toujours insuffisamment, parce qu'il faut bien comprendre, le rapport du GIEC le démontre, on va avoir une augmentation de la température de 2,5 degrés. Donc même si on prend toutes les très belles mesures, les mesures les plus importantes de façon à endiguer cette augmentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part qu'il faut qu'on s'adapte plus encore et peut-être plus vite. Il y a eu les fonds verts, vous savez, tout le monde a oublié, il y a eu beaucoup d'isolation, vous vous rappelez que j'étais maire, ben oui, moi je prends une commune dans laquelle quasiment, vous voyez, toutes les écoles, j'étais obligé de les fermer, du moins uniquement l'accueil des enfants, parce qu'il n'y a pas de climatisation. Mais j'allais vous poser la question, pourquoi les hôpitaux, pourquoi les écoles, pourquoi les transports publics? Alors, je vous réponds, il y a beaucoup d'hôpitaux dans lesquels il y a les climatisations qui sont là. Oui, mais vous avez vu à Nantes? Hirondelle ne fait pas le printemps, regardez chez vous, dans votre studio, vous êtes climatisé, donc en fait, tout n'est pas logé à la même enseigne. C'est aussi des plans, ce sont des plans stratégiques d'investissement. Je vais vous dire, lorsque vous êtes élu, lorsque vous êtes maire, président de département, d'une région, vous avez une vision stratégique. Dans la vision stratégique, ça doit faire partie des premières, des priorités. Est-ce que ça l'est alors maintenant? Écoutez, les fonds verts qui avaient été lancés étaient plutôt une très bonne idée, parce que, vous voyez, je les utilise dans ma propre commune, vous le rappelez à l'instant. Oui, il faut que l'on s'adapte, parce que c'est pas un phénomène passager, ça va recommencer. Et ça va recommencer, c'est qu'il faut aller plus vite, plus fort, mais comme l'argent public n'est pas extensible, à un moment, il faut prioriser. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même, Philippe Vigier, qu'on a pris du retard sur cette climatisation parce que la France était très réticente vis-à-vis de la clim? Mais tout le monde, mais est-ce que chez vous tout est climatisé? Il faut d'abord se poser la question. La question, c'est pas que les pouvoirs publics, on attend toujours. La France est un pays formidable, terriblement décentralisateur, mais dès qu'il y a un truc, où est l'État? Que fait l'État? Mais non, les communes, les maires décident. Pour les bâtiments communaux, les habitants, les entreprises, c'est une chaîne de vie. Une communauté, c'est pas simplement chacun qui fait ce qu'il veut. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, à l'échelle de la France, par rapport à d'autres pays, une exception culturelle française vis-à-vis de la clim? Non, c'est pas qu'une exception culturelle. Après, vous avez M. Mélenchon qui tape à bras raccourcis sur la climatisation, vous avez pu entendre. On ne peut pas tout non plus adapter à des augmentations, à des variations de température toujours plus importantes. Et c'est ça le sujet auquel nous sommes exposés. Des très grands froids, et quelquefois des chaleurs extraordinairement élevées. Puis, vous avez vu ce qui s'est passé pour le match du foot hier soir. Les pluies diluviennes, pendant 2h30, le match est interrompu. Voilà, on a des cycles qu'il va falloir appréhender avec peut-être encore plus de sérieux, peut-être plus de professionnalisme que ça a été fait jusqu'à présent. Voilà, donc c'est un véritable challenge, en tout cas pour les années qui viennent. L'État, certes, doit donner là, mais l'État ne peut pas toujours sortir le carnet de chèques. On doit aussi, me semble-t-il, dans nos projets de construction de bâtiments, que ce soit individuel ou collectif, eh bien, évidemment, tenir compte de cela. Mais c'est pas forcément sortir le carnet de chèques, là, c'est se préparer, anticiper, avoir... Ça coûte plus cher quand vous faites... Je vais vous expliquer, tiens, je vous prends un exemple. Rénover, adapter les villes. Je vais vous donner l'exemple de ma commune. Vous l'avez rappelé. C'est un foyer qui s'appelle L'Eau-Lagrange. Si les auditeurs vous écoutent de Châteaudun, ils vont être très heureux. 63 appartements. J'arrive, il y a 3 mois, on me dit très bien, on va faire de la peinture, on va faire des travaux d'électricité. Mais je dis, mais l'isolation extérieure est où?
pas faite, pas prévue. Donc j'ai décidé d'arrêter les appels d'offres. J'ai rajouté cela, mais je vous donne l'équation. C'est 1 million d'euros en plus. Vous voyez, 33% d'augmentation de la facture. Donc ça a un coût. Ça va donner du travail aux entreprises, certes, mais il faut intégrer que ça a un coût. Donc ce sont des choix stratégiques, nationaux et locaux. Mais ça tombe bien, il y a une présidentielle. Mais qui va avoir le courage de porter ces choix-là? Vous savez, d'abord, c'est pas uniquement les incantations, parce que j'entends monsieur le rapporteur général, le président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale, Jean-Philippe Tanguy, qui nous explique qu'il faut sortir 20 milliards, les mêmes qui dans l'hémicycle nous racontent tous les jours, vous dépensez trop d'argent, et nous sommes en faillite. Non, il faut simplement focaliser les financements publics là où ils sont. À nos yeux, les plus efficaces, c'est-à-dire c'est une donnée qu'il faut intégrer, et on verra bien au présidentiel qu'est-ce qui était le plus avant sur ce sujet-là. Et alors la justice, parlons-en des moyens, elle en réclame aussi, il en faut apparemment. Écoutez, Éric Zemmour, il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et Europe 1, le président de Reconquête, à propos de cette affaire Liana et de ses répercussions, bien sûr. Il faudrait autoriser de nouveau le ministre à donner des instructions au procureur. Mais surtout, il faut impérativement organiser les sanctions des juges, supprimer tout syndicalisme politique et permettre, par exemple, au Conseil supérieur de la magistrature, qui doit les sanctionner mais qui ne les sanctionne quasiment jamais, d'être ouvert à d'autres que des magistrats pour qu'ils ne soient moins protégés. Et dans le cas de Liana, dans le cas de ces horribles crimes pédophiles, il faut d'abord une sanction hyper sévère. Je ne suis pas contre la castration chimique. Ouvrir les fichiers, vous savez, sur la méthode américaine. C'est-à-dire que tout le monde puisse consulter les fichiers des gens qui sont incriminés. Alors, Philippe Vigier, des sanctions, arrêter le syndicalisme, la castration chimique aussi. Qu'est-ce que vous répondez à Éric Zemmour? Qu'est-ce que vous retenez de ces propositions? Bon, d'abord, je ne suis pas là pour faire les commentaires de M. Zemmour, je vais vous parler un peu de ce que je pense. D'abord, les moyens de la justice ont augmenté. Oui. Pas dire le contraire, moi je suis parlementaire depuis près de 20 ans. Oui, ils ont augmenté, mais est-ce qu'ils ont augmenté suffisamment? C'est ça. On a un sujet qui est très clair. Vous voyez, ici on est entouré d'écrans informatiques, de numérique. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision sans numérique. Si vous faites arrêter par des gendarmes, ils vous disent, mais madame, il y a 3 ans, vous rouliez à 90 km/h à tel endroit. Ils ont la capacité à tout retrouver. Si sur votre boîte mail, vous regardez les mails qui vous ont été adressés il y a 3 ans, il y a 5 ans, vous les retrouvez. Et là, vous avez des dossiers judiciaires, vous savez qu'ils ont franchi la limite du département de la Haute-Garonne et avant ils étaient dans le département voisin, et on s'aperçoit que là, non, il n'y a pas d'interconnexion des fichiers et il y a une étanchéité totale. Et vu que Gérald Darmanin est sur cette voie-là, il a fortement raison. Oui, il faut vraiment, sur le numérique, être en capacité de faire cette fongibilité. Mais on a le même sujet à l'hôpital, ce qu'on appelle l'interopérabilité des systèmes. On doit décloisonner tout ça. La troisième chose, écoutez, il y a les premières sanctions qui tombent, il y a eu probablement des fautes qui ont été commises. Il faut aller au bout du chemin. S'il y a des fautes, il ne peut pas y avoir l'impunité. Donc c'est quoi le Conseil supérieur de la magistrature, vous savez comment ça marche. C'est le Conseil supérieur de la magistrature, le ministre propose et le Conseil supérieur de la magistrature dispose. Écoutez, on verra bien quelles sont les décisions qu'ils prendront. Il y a eu d'ailleurs quelques procureurs ou quelques juges qui ont été dans leur carrière un peu retardés, reculés, parce qu'il y a eu des actes. Une cinquantaine, je crois, en 10 ans. Écoutez, ce que je veux dire, moi, j'ai plutôt confiance dans la justice de mon pays. Je ne suis pas, par exemple, pour qu'on donne des instructions au procureur. Alors, c'est terminé de l'indépendance de la justice. Donc, vous ne revenez pas sur cette nouvelle loi qui date de 2013, si ma mémoire est bonne. Non, mais la difficulté que l'on a, si vous voulez, c'est qu'on a un problème organisationnel, c'est vrai. La juridiction française est extrêmement compliquée. Gérald Darmanin a essayé de présenter quelque chose de nouveau. Et vous savez, le plaider coupable, un peu comme chez les anglo-saxons. Hop, ça a été repoussé à l'Assemblée. Mais oui, donc vous voyez que c'est pas si simple. Et en plus, on est dans une configuration politique qui fait que dès que vous sortez quelque chose, évidemment, il y a la cristallisation des contraires qui se crée en face. Donc oui, on a des problèmes d'organisation. Oui, moi je suis effondré, scandaleux. Je suis un père, je suis un grand-père de voir cette jeune fille violée. Enfin, l'imprescriptibilité est un sujet absolument majeur. Un acte est commis, à vie, on ne doit pas pouvoir le gommer. Je dis bien à vie. De la même façon que si vous avez, je vous rappelle, un casier judiciaire, avec certaines inscriptions, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. C'est comme ça. Alors, un choc numérique, des sanctions pour ceux qui ont commis des fautes. Il faut punir. Alors, j'ai vu que les gendarmes avaient été relevés de leurs fonctions et déplacés. S'il y a des fautes. Mais vous savez, une fois de plus, moi je vois les violences intrafamiliales tous les jours, j'ai les comptes rendus de gendarmerie, je vois ce qui se passe. C'est l'explosion, en plus avec la chaleur, avec la canicule. Donc, il faut qu'il y ait des sanctions très fortes. Et il n'y a pas que la prison comme destination. Oui, mais vous l'avez dit vous-même, en tout cas pour les magistrats. C'est-à-dire que là, on peut proposer des sanctions. On verra si le Conseil supérieur de la magistrature les applique ou va jusqu'au bout du chemin, comme pour reprendre vos termes. J'espère qu'il ira jusqu'au bout.
D'accord, mais après, une fois qu'on a fait ça, donc allez, on va dire 2-3 sanctions là, un choc numérique, est-ce que c'est à même d'apaiser cette colère justement de ces Français, de ces parents, de ces grands-parents aussi, qui se disent colère, l'État n'a pas protégé nos enfants? Je vais vous dire avec beaucoup de gravité, perdre un enfant, c'est dramatique. On ne s'en remet jamais. Mais donc il y a cette colère-là, parce que c'est pas la première fois en plus, et qu'il y a des défaillances. Vous avez raison, c'est pas la première fois, c'est comme les féminicides, il y en a plus de 100 chaque année, à chaque fois c'est des sujets de violences terribles. Il y a eu quand même des efforts considérables qui ont été faits pour que dans chaque commissariat, dans chaque poste de gendarmerie, on accueille les femmes ou les personnes qui sont violentées. On vient de tellement loin. C'est comme l'omerta, surtout ceux qui ont commis des actes où on le sait que 5, 10, 15 ans après. Enfin, les affaires auxquelles on a assisté ces dernières semaines le démontrent. On vient d'un lieu, enfin d'un monde dans lequel on ne savait rien. Oui, la justice doit être mieux réorganisée. Oui, toujours plus de moyens, mais c'est pas uniquement la politique du tout carcéral. Moi, je crois à la politique du porte-monnaie. Je m'explique. Quand vous avez des gens qui commettent des actes délictueux, qui cassent pour casser, eh bien, il faut qu'ils réparent. Et pour réparer, eh bien, les sanctions porte-monnaie, retenues à la source, il faut imaginer. Et là-dessus, on a plein de propositions à faire. Mais ça veut dire quoi? Donc ça veut dire des sanctions immédiates, des peines qui sont appliquées, mais ça veut dire aussi... Je prends l'exemple de la voiture. Écoutez, je suis désolé, si vous êtes plus de 40 km/h au-dessus, vous êtes en délit, d'accord? C'est un délit. Vous pouvez même avoir une comparution immédiate, on vous retire votre permis, on peut même, votre voiture, vous la mettre sur un plateau et elle s'en va. On fait faire ça pour un permis de conduire. Vous savez maintenant qu'il y a des départements qui appliquent le fait que si vous avez le téléphone portable à la main, vous êtes tranquille, immédiatement on vous retire votre permis. Eh bien il faut y aller franco. Je vous le dis, moi je suis maire de ma commune, pas plus tard que le jour, à la fête de la musique, il y a 3 gamins de 14 ans qui foutaient le bazar, je suis allé les voir, je leur ai dit non, vous arrêtez tout ça, sinon je vous ramène chez vos parents. C'est fait pour effectivement les infractions routières, mais pour les pédophiles, regardez, Jérôme Barrel n'a jamais été entendu. C'est un drame, mais on ne peut pas considérer les deux choses de la même façon. Sur tous ces pédophiles, je vous ai répondu imprescriptibilité, je vous ai répondu information en immédiate de l'ensemble des parquets de France pour que s'il y a une instruction à Pau, eh bien, au Puy-en-Velay, on soit au courant dans la minute. C'est quand même pas très compliqué. L'interopérabilité, c'est ça. Visiblement, ça l'a été. Ouais. Un juge, comment ça s'appelle, le responsable d'enquête, qu'il soit gendarme ou qu'il soit juge lorsqu'on lui transfère le dossier, doit à tout moment avoir recours à des informations extérieures s'il y a eu d'autres procédures. Je ne peux pas comprendre qu'une procédure s'arrête. Ah, faute de trace, on ne sait pas, ça fait 10 ans, c'est classé sans suite. Non. Non, à un moment, ça n'est plus possible. Il y a un avant et un après. Mais quand même, jamais il y a eu autant de moyens mis sur la justice. Ça veut dire que c'est pas en mettant 2 fois plus que ça ira 3 fois mieux. C'est pas vrai. C'est ce que réclament les magistrats. Il y a des procédures à modifier. Je vous dis, cet aspect de l'informatique, du numérique et de la compatibilité des données est quand même assez édifiant. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où ça se passe comme ça. On va obliger nos artisans, nos commerçants à avoir des factures électroniques. Et celui qui commet un acte gravissime, un viol, il n'est pas tracé. Mais on est où ? On est d'accord, mais Philippe Vigier, est-ce que vous êtes d'accord avec, par exemple, Éric Zemmour, mais il n'est pas le seul à le dire, qu'il y a trop d'idéologie chez les magistrats? Lui, il cherche à politiser. Moi, je suis pas là. Je me rappelle du mur des cons, qui n'était pas la meilleure illustration de ce qu'a dû faire le syndicat de la magistrature. On doit, me semble-t-il, avoir une certaine neutralité. J'ai beaucoup de respect pour les syndicats, pour ce qu'on appelle les corps intermédiaires. J'ai été moi-même président de syndicat lorsque j'étais interne des hôpitaux à Paris. Donc, je suis respectueux, mais dès le moment où ça n'est pas un engagement politique. Il faut que ce soit très clair. Un engagement syndical n'est pas un engagement politique. Est-ce qu'il faudrait revoir leur demander s'ils ont la carte de tel ou tel parti. S'ils n'en font pas l'expression dans le champ public, ça ne me gêne pas. S'ils en font l'expression, ça me gêne. Mais est-ce qu'il faut revoir aussi, comme le dit Édouard Philippe, la formation des magistrats? Oui, mais je pense que c'est partout, bien sûr. Vous savez, l'affaire d'Outreau, vous en souvenez comme moi, on voit bien que le fameux juge en question n'est certainement pas l'homme de la situation. Et après, les situations auxquelles ils sont confrontés, souvent seuls, on a évolué. Vous savez, pour ces dossiers-là, un juge seul, maintenant il y a un collège de juges qui existe. Donc, on vient d'assez loin. Je crois qu'il faut aussi qu'on ose le dire. Donc, cette justice, elle doit être, bien sûr, continuer d'être réformée. On doit à nouveau lui faire confiance, parce que les Français ont encore confiance dans leur justice. Il faut qu'ils aient confiance dans leur justice. C'est un des piliers de la République. C'est un des piliers. Et au moment où une présidentielle se prépare, ce pilier, il faut le conforter et non l'ébranler. Philippe Vigier, maire de Châteaudun, député Modem d'Eure-et-Loir, rapporteur général sur la proposition de loi sur la fin de vie. Et justement, on en parle juste avant le journal permanent de 14h30 sur Europe 1. Il est 14h17. À tout de suite avec Lélie Mathias et son invité sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. Renault. Vous préférez acheter une voiture électrique ou une voiture électrique qui vous plaît vraiment ? Bonne nouvelle, le leasing social revient le 16 juillet et Renault s'engage avec ses modèles iconiques comme R5, R4 et Mégane E-Tech assemblés en France, mais aussi nouvelle Twingo. Inscrivez-vous dès maintenant sur Renault.fr pour être les premiers à pouvoir commander. Ne tardez pas, le nombre de bénéficiaires est limité.
Sous réserve des modalités gouvernementales leasing social, des véhicules et versions disponibles et conditions d'éligibilité. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer. Oh là là, t'en fais une tête. T'y allais trop fort sur ta séance de rameur? Bah non, rien à voir. C'est ma facture de chauffage, je viens de la recevoir. C'est moi qui ai pris un coup de chaud, là. T'es pas encore passé à la pompe à chaleur? Tu sais que l'électrique, c'est plus économique. Vraiment? Évidemment. Moi, j'ai divisé par 2 ma facture annuelle d'énergie. Ah oui? Est fini les factures dramatiques? Mais oui, c'est fantastique. Pour une énergie moins chère, plus souveraine et plus durable. Électrifions la France. Ceci est un message du gouvernement. Leclerc, bonjour. D'après mon calendrier des fruits de saison, vous devriez avoir des nectarines françaises en ce moment. Oui, délicieuses. Et d'après mon calendrier des bons plans, ça devrait être le moment d'en profiter. Vrai aussi, car les nectarines françaises blanches ou jaunes sont à 2,59 € le kilo du 23 au 27 juin, avec 10% de tickets Leclerc sur les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre B, 61-67 mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. 13h, 15h, Europe 1 Info. Il est 14h19 sur Europe 1. Vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Avec vous, Kelly Mathias, et votre invité Philippe Vigier, maire de Châteaudun, député MoDem d'Eure-et-Loir et rapporteur général sur la proposition de loi sur la fin de vie. Comment ça se passe les débats depuis hier sur la proposition de loi sur la fin de vie, puisque vous êtes le nouveau rapporteur de cette proposition de loi? Ça m'a l'air assez houleux. Non, d'abord, j'ai succédé à Olivier Falorni qui a fait un travail formidable pendant de longues années. Vous savez, le sujet de la fin de vie, il y a plus de 50 ans qu'on en parle dans ce pays. C'est un sénateur, il s'appelle Henri Caillavet, qui le premier avait au Sénat porté ce débat. Depuis les lois Kouchner, que vous connaissez, les lois Claes, Leonetti, et puis depuis 5 ans, avec Olivier Falorni, nous essayons de faire en sorte qu'on propose un droit nouveau. Mais est-ce qu'il y a besoin d'un droit nouveau? Alors, d'ailleurs? La loi Claes-Leonetti, est-ce qu'elle n'était arrivée on ne peut pas confondre les deux choses. Je vous explique. Dans la loi Claes-Leonetti, c'est quoi? Vous êtes en fin de vie, vous avez des douleurs très importantes, et puis vous avez donné des directives anticipées dans lesquelles vous dites, si jamais un jour je suis en fin de vie et que ça ne va pas du tout, que vraiment je suis rentré dans un processus irréversible, je voudrais avoir une sédation profonde et continue. C'est quoi la sédation profonde et continue? On vous nourrit plus, on vous hydrate plus, donc vos organes cessent de fonctionner et on vous conduit d'ailleurs jusqu'au décès, donc jusqu'à la mort. Dans le texte sur la fin de vie, c'est un droit nouveau, donc l'aide à mourir, c'est quoi? C'est par exemple une maladie neurodégénérative. C'est quelqu'un qui a eu 5, 6, 7, 10 chimios et dont on voit bien qu'il a un pronostic vital engagé, irréversible. Quand il y a le mot irréversible qui est prononcé, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de réversibilité. Quoi qu'il arrive, c'est la mort. Mais que vous êtes conscient, c'est toute la différence. C'est vous, patient, qui dites « j'en peux plus, je suis au bout ». Parce qu'il y a des moments où la vie n'a plus de sens pour ces patients. Moi qui ai été soignant pendant plus de 40 ans, tous ces corps décharnés que j'ai pu voir, d'hommes et de femmes qui étaient quelque part aussi abandonnés, de voir que on ne pouvait plus rien pour eux, ou des douleurs indicibles, physiques et psychologiques. Et là, s'ils ont la lucidité, une équipe médicale les accompagne, et bien simplement on peut leur donner une fin de vie apaisée. Eux de décider, de savoir si cette vie a un sens ou pas, justement. Mais c'est eux qui décident. Parce que ce texte, il a cette particularité, où on respecte le médecin qui peut dire, clause de conscience, je ne veux pas faire. Qui respecte le patient, c'est le patient qui demande. Il n'y a pas d'incitation. Je vous rappelle que pour toute personne qui demande l'aide à mourir, on doit lui dire, si vous voulez, on peut vous proposer des soins palliatifs. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est un dispositif particulier, c'est un droit nouveau que l'on apportera à quelques personnes pour lesquelles il n'y a aucune autre solution. S'ils veulent l'embrasser, cette solution, s'ils ne le veulent pas, et on les protège même des influences. Quand j'entends un journaliste qui vient souvent sur Europe 1 et qui nous expliquait dans le Figaro que quelque part, c'est pour des raisons économiques, on allait tuer des centaines de milliers de personnes, comme des sénateurs qui nous donnaient une commission mixte paritaire, que des centaines de milliers de Français allaient être concernés. Il y a 650 000 morts dans le pays chaque année, donc les erreurs d'appréciation sont quand même graves à ce point-là. On parle de la vie ou de la mort, mais il y a des moments où la vie n'est plus. Il faut avoir conscience de ça. Et donc ce texte, il n'enlèvera rien à personne. Il rapportera plus de dignité. Et puis, ce sont les plus aisés qui vont où? En Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Et on revit de toute façon les mêmes débats qu'on a vus pour l'avortement. On revit les mêmes débats pour la loi Claes-Leonetti, où les députés républicains d'aujourd'hui, je leur ai dit hier soir dans l'hémicycle, qui étaient opposés à ce texte, à la loi Claes-Leonetti, opposés. Et maintenant, disent c'est formidable, c'est extraordinaire. Et qui d'ailleurs invoquent un pseudo-référendum, même Mme Le Pen nous a dit ça. Je leur dis chiche.
84% des Français sont favorables. Et puis on va fouler au pied la Convention citoyenne où sur 180 personnes, 70% étaient favorables. Non. Donc c'est pas un débat qui se fait dans un petit temps, c'est pas vrai. C'est la 5e fois qu'on est sur ce texte. En 5 ans, vous imaginez, citez-moi un autre texte à l'Assemblée où on a mis autant de temps. Donc franchement, je peux comprendre et je respecte 1000 fois ceux qui sont d'un avis différent. Mais qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas des causes restrictives, les mineurs ne sont pas concernés, les handicapés ne sont pas concernés. C'est un collège médical qui décide. Et c'est le patient qui, quoi qu'il arrive, c'est lui qui a la seule capacité à dire « je veux ». L'inquiétude est quand même générale, notamment dans l'hémicycle. Il y a 1800 amendements qui ont été déposés. Vous savez, les détracteurs ont décidé de faire railler. Et écoutez Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, qui s'est dit inquiet à propos de ce nouveau droit. Il était sur Sud Radio ce matin. Ma crainte, compte tenu du système de santé qui est très, très paupérisé, c'est qu'on fasse en réalité appel à l'euthanasie par défaut d'accès à des soins et des soins palliatifs. Vous savez combien de temps il faut aujourd'hui pour avoir une consultation contre la douleur en France ? 2 à 9 mois. Oui. Et vous savez en combien de temps on pourra obtenir l'euthanasie ? 2 à 17 jours. 2 à 17 jours. Donc le risque est là. C'est que les gens risqueront par défaut d'avoir accès à l'euthanasie parce qu'ils ne pourront pas être soulagés. Donc, des gens seuls, pauvres, des gens qui ne pourront pas se faire soigner correctement, ne pourront pas être soulagés, ne pourront pas être accompagnés, par défaut risquent de demander l'euthanasie. Philippe Vigier, en tant que rapporteur général sur cette proposition de loi sur la fin de vie, vous balayez les arguments de Philippe Juvin ? Ça n'est pas bien quand on est professeur de médecine, chef de service dans un hôpital parisien qu'il est. Ouais. Eh bien, c'est faux. Je ne suis pas d'accord. Et je suis désolé, dans son service, il dit lui-même il l'a dit dans les débats parlementaires, qu'il y a eu des traitements des médicaments qui ont conduit à apporter la mort à des patients. Non, il ne faut pas dire ça. Traitement pour la douleur, bien sûr. Il y a des délais d'attente, mais ça n'enlève rien au fait qu'on continuera de faire des progrès pour lutter contre la douleur. Ça n'a rien à voir, mélanger tout cela. De dire que c'est des centaines de milliers de personnes qui sont concernées, c'est encore faux. Et d'abord, ce mot euthanasie que je refuse à prononcer. Combien de personnes à peu près pourraient être concernées ? Euthanasie. Vous savez ce que c'est sur les racines grecques ? Thanos, ça veut dire quoi ? C'est la belle mort. Et pourquoi on ne dit pas belle mort ? Et pourquoi on n'utilise pas le mot euthanasie ? Vous voulez qu'on oublie l'histoire ? Hitler ? Ce qui s'est passé avec les handicapés ? Dont on sait l'avenir qui leur a été réservé, l'extermination de ces hommes et ces femmes. Ce mot est souillé à vie dans l'histoire. Ça n'est pas bien. Donc, aide à mourir, les mots sont simples, ils sont clairs. On aide les gens à mourir comme ils le veulent, mais dans des conditions médicales tellement encadrées. Et c'est là où Philippe Juvin se trompe. On a un désaccord de fond là-dessus. Il y aurait combien de personnes concernées ? Mais d'abord, on ne le sait pas, mais ce ne sera pas des centaines de milliers de personnes. Ce sera peut-être quelques centaines de personnes, voire peut-être quelques milliers, mais très peu. Mais dans ces maladies-là, une fois de plus, avec un pronostic vital engagé, mais de façon, et je l'ai dit, irréversible. Le mot est là, et c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est la Haute Autorité de Santé qui a choisi ce mot. C'est comme sur le mot d'aide à mourir. Le Conseil d'État a répondu que ce mot-là lui posait aucune difficulté. Ils veulent nous emmener dans le suicide assisté, mais un suicide, ça n'est pas cela. Quand vous suicidez, dans 98,5% des cas sur les 10 000 suicides qu'il y a eu en 2025 dans ce pays, les jeunes, souvent, et des gens bien portants, mais qui avaient un malstrom, un mal-être. Mais donc là, ça n'a rien à voir. Mourir et l'euthanasie, ça n'a rien à voir. C'est pas un chiffon qu'on met comme ça, justement. Une question symbolique, mais c'est important, la question sémantique. Vous avez rappelé fort justement qu'il y a eu 1800 amendements. Il y a eu 2500 l'année dernière, enfin au 16 février 2026. Donc on est habitué. Bon, on fait un peu d'obstruction parlementaire. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je défie qui que ce soit, prochain président de la République, femme ou homme, de revenir sur ce texte, comme sur l'IVG. Ils devaient revenir. Ils ne sont pas revenus. Est-ce qu'ils reviendront sur le mariage pour tous ? Jamais. Est-ce qu'ils reviendront sur l'aide à mourir ? Je vous dis, jamais. Est-ce qu'ils sont revenus sur la peine de mort ? Jamais. Tous ceux qui, aujourd'hui, nous donnent des grandes leçons, je leur dis bon courage. Et s'ils veulent coller aux attentes des Français, 84% des Français disent, oui, nous voulons bénéficier d'une aide à mourir. Si nous le voulons... Et à ceux qui disent que c'est une rupture anthropologique. Ça, c'est les grands mots qui sont utilisés, anthropologique. Et pourquoi une sédation profonde et continue qui conduit jusqu'au décès ? Parce que lorsqu'on vous démarre votre sédation profonde et continue, comment ça se passe ? Vous êtes déjà à moitié dans le coma, ou du moins vous êtes inconsciente. Vous dites j'ai envie ? Non, vous ne dites pas j'ai envie. Parce que vous avez signé une pancarte 5 ans, 10 ans ou 3 mois avant, vous dites directive anticipée. Nous avons refusé, j'insiste. Nous avons refusé les directives anticipées. Ça veut dire quoi ? Que nous avons refusé la mort programmée. C'est une décision d'un moment, à un moment où justement, les violences, les douleurs, tout ce qui est devenu insupportable, lorsque vous avez eu 7, 10 chimiothérapies, moi j'ai connu ça toute ma vie. Et certainement que dans vos entourages, vous avez connu des gens comme ça, qui sont au bout du chemin.
L'acte d'amour ultime, c'est pas de leur donner la mort s'ils le souhaitent. S'ils la demandent. Oui. S'ils la demandent. Respectons les malades. On ne parle pas des malades. Moi, j'irais bien, malheureusement, qu'on parle un peu plus des malades. C'est ce qui devrait nous focaliser. Les malades, ces hommes et ces femmes que l'on doit respecter avant tout. Philippe Vigier, un mot bien sûr de la présidentielle, puisque François Bayrou, le président du MoDem, a publié Alerte sur la France qui vient. Est-ce qu'il peut encore être faiseur de roi, comme il a pu l'être il y a quelques présidentielles maintenant? Écoutez, il a une voix qui porte et qui comptera dans le débat. Enfin, moi, je vais vous dire les choses très simplement. Hein. Il souhaite en tout cas. Des petits chevaux a démarré. Ouais. Hein, voilà, ce que je souhaite simplement, c'est qu'il faudra un moment l'arrêter. Parce que sinon, avec les Kazakhs brunes, toques blondes, il y en a qui seront partis devant et on les rattrapera jamais. À savoir les Insoumis, le RN ou les Insoumis. Donc, il faut faire très attention. Donc ça veut dire un central, le bloc central, enfin, les hommes et les femmes qui sont attachés à la République, à la fraternité, à l'égalité, qui sont attachés à une certaine idée de cette France, doivent être en capacité de se retrouver. En tout cas, de se rassembler autour d'une candidature. Je le souhaite. Philippe Vigier, maire de Châteaudun, député MoDem d'Eure-et-Loir, rapporteur général sur la proposition de loi sur la fin de vie, donc, était l'invité des grands entretiens d'Europe 1.